y a nombre, de par l'Europe, évidemment, il y a plus de 2 millions de personnes détenues, et bon nombre d'entre elles veulent, d'une façon ou d'une autre, s'adresser à la Cour, et parfois, leur dossier n'étant pas un dossier qui est appuyé d'une requête, mais finalement, les courriers, dès lors qu'ils ont trait à telle ou telle situation dans un lieu de privation de liberté, ils arrivent au CPT. Ce qui permet finalement de constituer une base de données, d'éléments factuels assez conséquente, et qui nous permet finalement de préparer chaque visite périodique, mais aussi les visites ad hoc. Et lorsque, d'année en année, on détermine quelles sont les visites périodiques que nous allons faire, reste évidemment au cours des sessions plénières du comité à déterminer quelles seront éventuellement les visites ad hoc à prévoir. Dernière visite ad hoc, c'était, bon, je parle de la Belgique parce que c'est vrai que je l'ai vécu aussi, c'était il y a quelques mois, il y avait des grèves en prison en Belgique qui paralysaient tout le sud du pays. Bon, une grève vraiment, on n'avait jamais vu ça, ça a duré près de 2 mois. Et là, c'est vrai, visite ad hoc du CPT par rapport à la Belgique, par rapport à la nécessité d'instaurer un service minimum, parce qu'il n'y a pas de service minimum en Belgique, contrairement à la plupart des autres pays membres du Conseil de l'Europe. Mais donc voilà, ce type de situation qui peut éventuellement être dénoncée et provoquer une visite ad hoc. Même chose en ce qui concerne par exemple des événements. J'avais suivi de près, bon, notamment les événements, vous vous souvenez de la situation en Ukraine. En Ukraine, à l'époque, avant la sécession du côté du sud-est, il y a eu, à Kiev notamment, il y a eu de nombreuses manifestations, des sit-ins, etc., avec pas mal de rafles policières. On a envoyé plusieurs fois des missions sur place. Évidemment, toute situation ne peut pas conduire immédiatement à une visite ad hoc. Mais c'est vrai qu'on essaye d'intervenir. M'est arrivé, par exemple, pour cet Abdullah Öcalan, le chef du PKK, qui est détenu sur une île dans la mer de Marmara, en Turquie. C'est vrai qu'à l'époque, sa situation était à ce point exceptionnelle qu'on a organisé plus d'une visite en ce qui le concerne. C'était un prisonnier seul sur une île, mais c'est vrai qu'il n'y avait aucune situation comparable en Europe, et même au sein du comité, ça avait donné lieu à pas mal de discussions. Peut-on consacrer un budget finalement assez conséquent à la visite d'un seul prisonnier? Pour ma part, j'étais de ceux qui considéraient que oui, c'était emblématique, et je crois qu'il fallait absolument le faire. Et finalement, on l'a fait. Et je crois que c'était une bonne chose. J'y reviendrai éventuellement plus tard. Mais donc, c'est vous dire que en ce qui concerne la détermination des visites, il y a pas mal de discussions qui sont menées au sein du comité pour savoir finalement quels sont les choix à faire, quels sont les choix à opérer pour les destinations à choisir. Une fois que cela est fait, et lorsque la visite est organisée, peut-être oui, quelques mots sur la façon dont se déroule sur place ce que nous faisons concrètement finalement sur le terrain. Parce qu'il y a d'une part, j'ai envie de dire, l'établissement des faits, et puis alors d'autre part, la vérification des faits. Alors, ce que les Anglais appellent le fact-finding et le fact-checking. Donc c'est un peu ces deux volets-là, finalement, qui sont les deux volets de notre travail sur place. Arrivé dans le pays, en général, on a d'abord des entretiens avec les autorités, entretiens sur la situation à l'heure actuelle, sur éventuellement certaines réformes législatives qui nous intéressent, qui intéressent la privation de liberté. Et puis alors, nous annonçons éventuellement quelques grands établissements que nous allons voir. En général, on ne donne pas tous les établissements que nous allons visiter, mais souvent, on donne l'un ou l'autre grand établissement. Pour quelle raison? C'est tout simple. C'est parce que nous souhaitons, évidemment, pour un grand établissement, avoir des plans, avoir des documents déjà avant d'y arriver. Il faut qu'on puisse préparer un minimum, évidemment, la répartition des tâches à organiser entre nous. Donc vous avez un établissement aussi vaste que Fleury-Mérogis en France, avec des milliers de prisonniers, évidemment. Il faut qu'on ait les données avant, il faut qu'on ait les plans, oui, la répartition, qu'on ait un certain nombre de données factuelles avant d'y arriver. Et puis alors, ce qui est évidemment assez important, c'est lorsque nous arrivons sur place,
c'est l'accès, je veux dire, on ne sait pas tout voir dans un établissement. Nous ne sommes là qu'un temps limité, et c'est vrai que nous avons l'habitude de reprendre un certain nombre de catégories seulement. Quelles catégories? Mais c'est en général les plus vulnérables. Les plus vulnérables, c'est quoi? C'est les mineurs, c'est ceux qui sont sanctionnés disciplinairement, qui sont à l'isolement de plus ou moins longue durée. Dans un établissement pénitentiaire, on vérifiera aussi les très longues peines, voire les peines à perpétuité. On ira à la section des femmes, on ira aussi chez les malades, chez ceux qui sont malades de longue durée. Et puis alors on vérifiera aussi habituellement ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui viennent d'arriver, parce que ça nous permet finalement aussi de vérifier dans quels états ils arrivent en prison et quel est, parce qu'il faut aussi vérifier les établissements de police et ce qui a pu se passer avant l'arrivée en prison. Donc en voyant ceux qui arrivent en prison, nous commençons déjà aussi une vérification en ce qui concerne les commissariats de police et les lieux de détention des forces de l'ordre, puisqu'en effet c'est à l'arrivée à la prison que, en principe, des certificats médicaux peuvent être établis, si la prison est bien tenue. En tout cas, nous pouvons là recueillir un certain nombre d'allégations. Et c'est vrai que lorsque nous fonctionnons bien au niveau de la répartition des tâches dans un établissement, assez vite on peut se faire finalement une bonne idée sur la façon dont fonctionne l'établissement. Mais bien entendu, les discussions que nous avons, elles se poursuivent aussi avec la direction et avec le personnel. Tout à fait essentiel évidemment de savoir comment fonctionne le personnel. Et là, et je pense notamment à des établissements qu'on visite avec des interprètes, pour nous évidemment il est très précieux de mettre les interprètes dans le coup. Et si je dis dans le coup, c'est parce que très souvent les interprètes peuvent entendre les propos échangés par le personnel, ou entre le directeur et le personnel, ou entre le personnel et les détenus. Des propos qui ne s'adressent pas à nous, mais que les interprètes peuvent capter et qui vont nous être peut-être très utiles dans la suite des investigations à mener sur place. Car un des défis, évidemment, à mener à bien, c'est d'avoir le plus de confidence en un minimum de temps. Et c'est vrai que ça, si je dis un défi, c'est parce que c'en est un. C'est extrêmement difficile, évidemment, d'avoir le plus possible. Vous avez face à vous quelqu'un qui est à l'isolement depuis de longs mois, épuisé, qui voit débarquer un étranger, qui lui parle du Conseil de l'Europe, bon, on ne comprend rien. Vous arrivez là un peu comme un ovni. Je veux dire, pour mettre les gens à l'aise, c'est vrai que ce n'est pas chose facile, mais c'est pourtant ce qu'il faut essayer de faire pour avoir, finalement, le plus possible d'éléments. Et parfois, il faut aller très vite. Pourquoi est-ce qu'il faut aller très vite? C'est parce que quand vous arrivez dans certains établissements, la préoccupation de la direction va peut-être être de nous cacher un certain nombre de choses. Et c'est vrai que là, j'ai autant donné des exemples. Ça m'est arrivé d'aller, je me rappelle notamment, c'était caricatural à l'extrême, c'était dans le sud-est de la Turquie, dans le Kurdistan, à la frontière vers l'Arménie, un grand établissement, c'était une gendarmerie, avec un lieu de détention assez conséquent, assez important. Et nous arrivons là à l'entrée, et puis finalement en discussion, non, on ne sait pas très bien, vous voulez du thé, etc. Bon, ça tarde un peu, on insiste pour visiter. Et puis finalement, les minutes passent, le temps s'écoule. Et lorsque nous sommes enfin introduits, parce que le général n'était pas là, on attendait le supérieur, etc., pour le mener sur les lieux de détention, arrivés sur le lieu de détention, ils étaient vides. Et on dit, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, il y avait plusieurs miliciens qui étaient en train de repeindre les cellules, on refaisait, on nettoyait, on briquait les lieux, etc. Bon, je veux dire, et puis on a un peu questionné, mais ceux qui travaillent aussi, finalement on a appris, mais tous les détenus, ils sont là, ils sont une quinzaine, ils sont sous une tonnelle plus loin, bon, on était les voir. Et finalement, les autorités pensaient qu'il valait mieux que les lieux soient les plus propres possibles et témoigner de leur bonne volonté. En fait, ce témoignage, cette volonté de bien présenter les lieux,
On a dû dénoncer ultérieurement aux autorités turques l'attitude en disant, mais écoutez, là, la coopération, elle est vraiment nulle. Je veux dire, si vous procédez de la sorte, nous, on ne sait pas travailler. Mais vous savez, des exemples comme ça, on en avait tout le temps. J'en ai même eu en France, c'est vrai, où arrivé, c'était à Lyon, dans la banlieue de Lyon, un grand hôpital psychiatrique. Là, le directeur nous dit, non, vous n'entrez pas. On lui montre nos accréditations, etc. Non, mon fils sait faire ça aussi, des documents comme ça, il sait faire ça sur Internet. Non, on dit, écoutez, bon, ben voilà, on va téléphoner, je veux dire, à notre agent de liaison. Donc, on a un agent de liaison au ministère des Affaires étrangères qui se met en contact avec le ministre de la Santé publique. Et oui, 3/4 d'heure après, le directeur, un peu penaud, est venu nous dire, oui, j'ai appris que, oui, vous devez pouvoir rentrer, etc. Et donc, on est resté 3 jours dans son hôpital, on ne l'a plus vu. Mais c'est vous dire que oui, c'était pas une... Ce n'est pas que dans des pays lointains qu'on peut avoir ce type d'attitude, mais c'est aussi chez nous. Et puis alors, bon, c'est vrai que parfois on peut nous cacher des lieux. Bon, moi je me rappelle aussi, dans un lieu, c'était une gendarmerie, c'était à nouveau en Turquie, parce que j'y ai fait beaucoup de visites en Turquie. Bon, on a dû procéder à, oui, démolir une porte. On nous disait qu'il y avait, c'était dans une ancienne cellule qui n'était plus utilisée. Il faut qu'on vérifie. Il faut donc qu'on aille. Mais donc, oui, on a tout pouvoir sur place, c'est un pouvoir énorme, c'est un pouvoir considérable. On ne nous fait pas payer la porte après qu'on a fait démolir. Oui, on a ce libre parcours, mais ce libre parcours, finalement, le prix à payer, c'est la confidentialité. Et je crois qu'à l'usage, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'en effet, finalement, si nous pouvions avoir une telle facilité dans les lieux de détention, c'est aussi parce que dans un premier temps, les entretiens, tout ce que nous récoltons reste secret. Et c'est tant mieux. Et je crois que ceci aide aussi à la coopération. Parce que, je vous ai parlé il y a un instant d'Abdullah Öcalan, le leader du PKK, que moi j'ai été visiter à plusieurs reprises sur son île lorsqu'il était tout à fait à l'isolement. On a eu des visites, c'est vrai, sur place, dans des conditions tout à fait exceptionnelles, puisque l'intéressé se trouve sur une île perdue au milieu de la mer de Marmara, et qui n'est accessible que oui, par hélicoptère. Donc c'était des hélicoptères de l'armée qui nous amenaient sur place. Et finalement, le travail qu'on a pu faire là, on l'a fait parce que pour la Turquie, c'était le prisonnier, je veux dire, politique le plus important du pays. On a eu des discussions, c'est vrai, au niveau... moi, j'étais tout à fait... j'allais de surprise en surprise parce que c'est vrai que je n'imaginais pas, évidemment, à quel point pour eux ce prisonnier était précieux. Mais c'est vrai que quand on a eu des discussions avec le cabinet du Premier ministre, avec le cabinet du ministre de la Défense, etc., le cabinet du ministre de l'Intérieur, on a constaté qu'en effet, je veux dire, on touchait là quelque chose qui était essentiel. Mais en même temps, je veux dire, les Turcs ont parfaitement joué le jeu. Puisque, à un moment donné, au niveau du PKK, on nous avait communiqué au CPT des informations comme quoi il était empoisonné. On est allé sur place, une mission spéciale, on était avec 2 médecins, on était 4. On a prélevé les cheveux, que finalement on a pu sortir du pays, enfin de la prison. Et puis alors on a fait un accord avec les autorités turques qui ont acheté du matériel parce qu'ils ne voulaient pas que ces pièces à conviction sortent de Turquie. Donc ils ont acheté du matériel pour examiner, je veux dire, dans leur labo, sous notre contrôle, si en effet il y avait des traces d'empoisonnement. Et finalement, ça a duré plusieurs semaines de contrôle avec un professeur étranger que nous avions mandaté pour ce faire. Et finalement, il n'y avait aucune allégation d'empoisonnement qui tienne la route. Donc là, c'est vrai que les Turcs nous ont été très reconnaissants du travail mené, mais finalement, on était parvenu à travers ce travail qui nous avait un peu dépassé, mais à désamorcer finalement une crise qui était, sur le plan politique, qui était particulièrement difficile à gérer pour les autorités turques. Mais c'est vous dire que la coopération avec les autorités, c'est vrai que elle est parfois, dans un certain nombre de situations exceptionnelles, elle peut être extrêmement difficile,
Mais je crois que dans l'ensemble, c'est en tout cas moi l'enseignement que j'en ai retiré, c'est que cela se passe finalement dans de bonnes conditions. Mais vous me direz que dans un certain nombre de cas, il peut y avoir finalement des États qui ne font rien. Et là, qu'avons-nous? Nous avons la possibilité de faire une déclaration publique. Une déclaration publique, c'est donc une dénonciation publique, sans l'accord de l'État évidemment, là, son accord, on s'en passe, une dénonciation publique pour des manquements graves et répétés. Et c'est vrai que jusqu'à présent, le CPT était extrêmement économe en ce qui concerne ce mécanisme d'exception, puisque jusqu'à présent, il y a eu, sur plus de 25 ans, il n'y a eu que 7 déclarations publiques. La dernière, elle remonte à l'an passé, c'est la Bulgarie. La Bulgarie, nous avions adressé des recommandations répétées en ce qui concerne les établissements pénitentiaires, en particulier, et les établissements de police aussi. Bon, les Bulgares n'avaient rien fait depuis toute une série de rapports menés sur le même sujet et déclarations publiques les concernant à ce sujet-là. Il y en a eu pour d'autres pays, je pense notamment, j'ai cité tout à l'heure la Tchétchénie et l'attitude des autorités russes, c'est vrai, il y a eu plusieurs déclarations publiques à ce sujet-là. Les Turcs qui aujourd'hui collaboraient très bien, mais au départ c'était très difficile. La situation en Turquie était totalement inacceptable lorsque la Turquie a été visitée au cours des premières missions du CPT, il y avait énormément à redire. Et nous avions à ce moment-là aussi fait plus d'une déclaration publique concernant les autorités turques. Mais c'est donc vous dire que, en ce qui concerne finalement la façon dont les États coopèrent, cela est apparu comme un système relativement efficace. Mais je crois surtout aussi, c'est que, moi en tout cas, l'expérience que j'en ai, puisqu'il s'agit aussi de parler d'expérience, c'est que c'est un système